Good Morning Business, le grand entretien. Il n'y a pas qu'Elon Musk dans la vie, il y a aussi Eva Berneke, bonjour, notre invitée. Vous êtes directrice générale d'Eutelsat, vous venez d'annoncer le rachat du britannique OneWeb pour marier le meilleur des deux mondes, le géostationnaire, que vous savez faire avec Eutelsat, et l'orbite basse de OneWeb, tout ça pour concurrencer Starlink d'Elon Musk. Je pense qu'on va coexister. Elon Musk Starlink, c'est un produit fantastique qui est bien prouvé que la connectivité par satellite en orbite basse va marcher. Il y a 5 à 8 ans, personne n'y croyait vraiment, ne pensait pas qu'il avait marché, pensait que c'était probablement trop compliqué, trop cher. Et aujourd'hui, cette question n'est plus posée. Alors, quelque part, il a créé un marché pour nous et c'est un marché qu'on compte va être assez grand et en croissance assez rapide. Et nous, on va coexister. Elon Musk a fait un produit fantastique pour le grand public, un produit qui, pour le foyer et les petites entreprises, marche bien. Nous, on va plutôt focaliser sur les marchés du B2B. Ça veut dire les marchés des entreprises, les marchés maritimes, les marchés gouvernementaux. Justement, vous dites focus sur le B2B. Eutelsat, c'est une marque peu connue que les Français connaissent mal. Ils connaissent Elon Musk, ils connaissent Starlink, mais mal Eutelsat. Ils l'utilisent pourtant à travers leurs opérateurs et certains en direct. Tout le monde a un contact avec Eutelsat. Oui, nous, on travaille souvent avec la chaîne des valeurs. On fait pas comme Elon Musk qui fait ses lanceurs, il produit ses satellites, il produit ses terminaux et il n'a pas besoin des distributeurs parce qu'il dit vous pouvez aller en ligne et acheter mon terminal. Nous, on travaille avec cette chaîne, on travaille avec des distributeurs. Ça veut dire qu'on travaille par exemple en France avec Orange. Orange, à travers leur filiale Nordnet qui fait la distribution par satellite, ils sont super forts pour reconnaître là où il n'y a pas ni les fibres ni du bon 5G. Et ils prennent notre capacité pour proposer à ces foyers-là ou ces entreprises-là une connexion par satellite. Dès qu'il y a une zone blanche, vous êtes là. Ça sera bien. Mais alors, quand même, ce rachat de OneWeb, cette alliance, parce que vous allez garder les équipes, les compétences, c'était le numéro 2 sur l'orbite basse. Est-ce que ça va changer par rapport à ce que dit Laure? Est-ce que du coup, vous allez devenir un opérateur à part entière et proposer vos services en direct? On va plutôt rester travaillant avec l'écosystème. Ça veut dire que dans les différents segments, on va travailler avec des distributeurs qui sont déjà là. Je prends l'exemple du maritime. Par exemple, le maritime, à la fois tout ce qui est maritime commercial ou maritime du cruise pour les vacances. Et d'ailleurs, CMA-CGM est rentré dans votre capital. CMA-CGM est rentré sur notre capital. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup. Ah bah oui, vous avez un actionnaire qui doit être un peu pressant. Bien sûr. Alors, pour tout ce qui est commercial, c'est clair qu'on a besoin des gens qui nous aident à installer les terminaux à bord, des gens qui font souvent plusieurs services à bord de ces bateaux-là, au côté IT. Et là, on s'appuie sur ces opérateurs-là. Ah ouais. On travaille avec eux main dans la main. Comme on travaille avec Orange sur la partie grand public, c'est eux qui connaissent tous ces zones blanches. Ils savent exactement où ils ne vont pas venir avec les fibres. C'est très efficace de travailler avec la chaîne. Ça veut dire que quand on va supprimer le cuivre, en France, c'est prévu, d'ici quelques années, il y aura des zones où on ne pourra pas amener de la fibre. On aura une connexion avec vous, par exemple? Par exemple, ça sera une très bonne idée. On aide pour le business. Juste la différence, orbite basse, ça sert à quoi? Et orbite haute, ça sert à quoi? C'est une très bonne question. Alors, l'orbite classique dans les mondes de satellites, c'est ce qu'on appelle les géostationnaires. Les géostationnaires, c'est à 36 000 km de la Terre. Et l'avantage, c'est que quand on le regarde la Terre, la satellite reste un peu en place. Ça veut dire si vous pointez votre beau parabole, il peut rester là tout le temps, il pointe toujours vers la satellite. C'est comme ça qu'on a les chaînes de télévision par satellite. Exactement. C'est comme ça qu'on fait les chaînes de télévision par satellite. C'est une antenne peu chère parce qu'il reste en place. Orbite basse, le problème avec 36 km, c'est que même à la vitesse de la lumière, ça prend quand même une demi-seconde à faire l'aller-retour. Alors cette demi-seconde, on appelle ça la latence, le temps qu'il faut pour que le signal fasse l'aller-retour. Si on est un très bon gamer ou on a vraiment besoin de faire du Teams, une demi-seconde, ça peut paraître un peu long. Alors l'avantage de mettre les satellites beaucoup plus basses, en orbite basse, c'est ça qu'on appelle les constellations, c'est qu'on enlève cette latence-là. Alors l'expérience devient vraiment la même que vous avez si vous êtes sur les réseaux fibres. C'est plus fluide. C'est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas cette demi-seconde de latence. Mais on a besoin de beaucoup plus de satellites et les satellites volent tout le temps. Alors on est tout le temps en train de trouver la prochaine satellite et ça se fait un autre type de réseau parce qu'on n'est pas pointé sur la même satellite tout le temps. On est
tous les 2 minutes en train de récupérer une nouvelle satellite. Alors pour développer votre constellation et mailler toute la planète, il vous faut lancer de nouveaux satellites. Il vous faut des lanceurs. Or, vous savez qu'en Europe, on a un problème. On a dit ce matin que Vega C était encore reporté parce qu'il y avait des problèmes de conception du moteur. Ariane 6, on espère que ça sera l'été prochain, mais on n'en est même plus sûr. Est-ce que c'est un souci pour vous que l'Europe spatiale soit privée pour l'instant de lanceurs ? Oui, je pense que c'est un problème pour l'Europe qu'on n'a pas des lanceurs compétitifs en Europe. J'espère qu'on va en avoir, parce qu'on en a besoin. On a besoin des capacités pour lancer vers l'espace. C'est un domaine qui est extrêmement important pour nous. Entre-temps, il y a d'autres qui se développent. C'est surtout les Américains. Aujourd'hui, c'est essentiellement SpaceX qui lance... Mais SpaceX, c'est votre concurrent. Et ceux qui font Starlink, vous allez lancer vos satellites pour les concurrencer dans leur fusée. On en a fait, oui. Ah oui. On en a fait. On a aussi lancé avec les Indiens, ISRO. Les Indiens sont en train de développer une vraie capacité pour lancer dans l'espace. Et OneWeb a lancé 2 fois avec ISRO, avec une très bonne qualité. Mais on espère vraiment que l'Europe revient sur cette partie-là. Et je suis sûr qu'Arianespace, ils travaillent 24/7. Du coup, les Américains, ils vous accueillent les bras ouverts en disant écoutez, tenez, ou ils vous font un prix plus cher. Comment se passent les relations commerciales ? En fait, SpaceX joue plutôt les jeux commerciaux. Eux, ils ont besoin aussi des gens qui payent. Ils profitent pour, dans ces cas-là, lancer leur propre satellite à coût marginal. Mais ils ont quand même besoin des clients dans leur boutique aussi pour SpaceX. Alors, ils les vendent à un prix tout à fait correct et compétitif dans le marché de lanceurs. Eva Berneke, on accueille sur ce plateau très régulièrement plein de nouveaux acteurs de l'espace, des start-up du spatial, quelque chose de complètement nouveau. En Europe, il se passe ce qui s'est passé beaucoup aux États-Unis il y a quelques années. C'est un marché en pleine ébullition. Qui seront les grands acteurs de demain, les nouveaux acteurs? Il y a des entreprises qui font de la logistique, qui font du covoiturage, du pas comment on peut dire, du co-satellitage. Vous êtes un acteur très historique, très ancien. C'est facile d'évoluer dans un monde comme ça qui bouge aussi vite? En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire cette pivot télécom. Alors, c'est d'aller de ce marché historique du broadcasting et vidéo qui va durer, on l'espère tous, que les marchés des télévisions et vidéo va durer très longtemps, mais aussi la marché des connectivités. Et là, on crée quelque chose de très nouveau. On crée les premiers opérateurs qui a ces 2 orbites-là, qui peut à la fois fournir de la capacité en géostationnaire, qui est assez efficace pour des grosses capacités nécessaires, mais qui peut aussi fournir cette capacité en orbite basse. Alors on appelle ça un peu les multi-orbites ou les géoléo, et là on est les premiers du monde qui fait ça. Même Starlink fait que des constellations en orbite basse, il ne fait pas les deux. Et nous pensons que c'est vraiment la manière la plus efficace de donner plein de capacités là où il est nécessaire. Mais vous dites quoi quand vous regardez ces startups? Vous faites votre marché en disant je regarde un peu, je regarde qui évolue et je rachète, ou vous les voyez comme des concurrents? Vous les voyez comment? En fait, on se voit comme un gros acteur dans l'écosystème, mais aussi avec une obligation de travailler avec beaucoup de startups. Parce qu'il y a plein d'idées là-bas. Il y a des idées que nous, on n'a pas eues, des idées qui sont bonnes, on veut le tester. Il y a beaucoup de startups qui viennent vers nous avec leurs idées. Et là, on a tout un écosystème autour de nous. De temps à l'autre, c'est des startups où on fait un petit investissement. De temps à l'autre, des startups où on fait test avec eux. Ça a toujours été la tradition de Telsat de travailler avec ce monde d'innovation, plutôt côté Europe, pour être franc, parce qu'on se voit quand même comme un acteur très européen. Alors ça, c'est important pour nous. Mais même en Europe, il y a minimum une trentaine de projets de lanceurs. On les regarde, on voit qui ont une chance de réussir. Ce n'est pas tous qui vont réussir, mais on les regarde tous, on les connaît bien, parce que c'est une monde qui passionne beaucoup de monde, y compris chez moi. Vous dites que tout le monde ne réussira pas. Pour l'instant, en gros, il y a 2 projets qui tiennent à peu près la route, celui de Starlink et le vôtre. Mais il y en a d'autres qui vont venir. Amazon, avec son projet Kuiper. Est-ce que vous pensez que ça va être un concurrent sérieux? La Chine, qui veut aussi avoir son propre projet. Télésat aussi, avec les Canadiens. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde sur ce marché? En fait, ce qui est intéressant avec les constellations, c'est qu'on pense qu'il ne va pas avoir des dizaines. On pense que mondialement, et ça c'est à cause de la manière que les spectres dans l'espace marchent, nous on a un spectre prioritaire, ça c'est un vrai atout, ça veut dire que les autres doivent éteindre les satellites quand il y a un de nos satellites dans les voisinages. Et pourquoi vous êtes prioritaire? Parce que c'est la manière qu'on a les spectres chez ITU, qui est l'organe qui coordonne tout ça. On est première dans la ligne dans les spectres. Et derrière, si on est numéro 2 ou 3,
On doit se coordonner avec. C'est comme ça que ça marche dans l'espace. Et pour ça, OneWeb est un vrai atout parce qu'ils ont cette spectre prioritaire. Ça veut dire que si on arrive en position 3, 4, 5, il faut lancer beaucoup plus de satellites parce que assez souvent, il faut éteindre des satellites pour ne pas faire de l'interférence avec ceux qui sont déjà là. Il y a une prime au premier, en fait, que vous êtes. Il y a une prime un peu au premier 1 ou 2. Et ça veut dire que si on arrive en numéro 8 ou 10, ça devient vraiment... Déjà, je trouve cher. Les 5-6 milliards, c'est quand même pas donné pour une constellation. Alors, si on arrive plus tard, c'est des milliards en plus. On éteint et après, qu'est-ce qu'on fait ? On le ramène, le satellite ? On le laisse ? En fait, ces satellites en orbite basse sont souvent éteints pour sauver la durée de vie du batterie. Alors, au-dessus des océans, il y a un parquet des satellites qui, en fait, ne sont pas allumés. On les réallume quand ça arrive dans des zones où on en a besoin. Ah ouais, on peut faire on-off sur les satellites. On-off, allumer, éteindre. On a appris beaucoup de choses ce matin avec vous. Lumière, nuit. Merci beaucoup, Eva Berneke, d'être venue nous voir, directrice générale de Telsat.